Image Éducation est un site qui s'inscrit comme soutien à l'éducation à l'image et comme ressource pour les enseignants. Les utilisateurs retrouvent ainsi sur le site de nombreuses ressources leur permettant de comprendre le processus sémiotique derrière les études avec les différentes parties prenantes, les producteurs, l'image, les récepteurs, les diffuseurs et les médiateurs. On retrouve également le MOOC explicatif. Dans la partie études du site, les études sont classées par catégorie: culture, écologie, prévention, santé et société. Lorsque vous accédez à la page d'une étude, vous retrouvez sur celle-ci les différentes parties prenantes de l'étude, les articles similaires et un accès direct au PDF de l'étude. Le cours d'éducation à l'image au collège est transversal et repose sur plusieurs enseignements: les arts plastiques, l'histoire de l'art et le français. Ces cours vont donner une place importante à l'analyse et à la production d'images en mettant l'accent sur la vision singulière dont l'image est porteuse. Une fois que vous avez pu explorer différentes études et que vous avez les ressources en main, il va falloir se questionner pour mettre en place le cours. Pour étudier chaque image, il est important de replacer le contexte dans lequel cette dernière a été produite, en présentant le commanditaire et le public visé. Pour étudier l'image, différentes options vont s'offrir à vous. Vous pourrez, dans un premier temps, demander aux élèves comment ils communiqueraient au grand public le problème soulevé par l'image. Dans notre cas ici, le mal-logement. Puis leur montrer l'image et leur demander comment le propos ici est mis en avant par l'image étudiée, en se basant sur la manière dont ils vont eux-mêmes aborder le problème. Vous pouvez également choisir de montrer directement l'image étudiée et de leur demander de décrire ce qu'ils voient. Vous êtes finalement assez libre dans la manière de présenter l'image aux élèves. Le tout est de ne pas trop les guider lors de leur première impression afin de les encourager à avoir leur propre réflexion sur le sujet. Une fois l'image étudiée de manière générale, il faut pouvoir guider les élèves vers les aspects de création, diffusion et réception de l'image. Pour ce faire, vous devez les orienter en posant les bonnes questions afin de les guider vers les réponses dont vous disposez déjà. Cela les amènera à percevoir l'image différemment vis-à-vis de leur première réflexion et soulèvera probablement des points complémentaires de ce qui est déjà abordé dans l'étude. En fonction de l'âge des élèves, les questions pourront être plus ou moins précises. En fonction de l'image étudiée, vous pouvez présenter différents éléments externes. Par exemple, en l'espèce, la présentation du commanditaire. De plus, il est pertinent d'utiliser des ressources complémentaires que vous pouvez lier avec votre cours habituel afin que le cours d'éducation à l'image s'intègre dans la continuité de votre enseignement. Bonjour, je m'appelle Bernard Darras, je suis professeur de sémiotique à la Sorbonne et je suis ravi de vous accueillir sur le site Image Éducation. Si vous êtes chargé du cours d'éducation à l'image au collège et éventuellement au lycée, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez ici toutes sortes de ressources visuelles et d'entretien, enquêtes auprès des différentes parties prenantes de la production, de la diffusion et de la réception de ces documents visuels. Je suis professeur de sémiotique et de méthodologie de la recherche à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai réalisé ce site avec mes étudiants du Master 1, Direction de projet et d'établissement culturel, et avec les étudiants du Master 2, Métier du multimédia interactif. Vous pourrez retrouver une partie de mes publications sur l'image, ainsi que des ouvrages, sur Internet, où ils sont pratiquement tous en ligne. Je vous souhaite une bonne exploration de cette préparation au cours d'éducation à l'image. Je vais vous dire deux mots de la sémiotique. La sémiotique, c'est la théorie des signes, de toutes sortes de signes, de la linguistique à l'étude des signes visuels, de la communication non verbale, etc. On distingue deux ou trois grandes sémiotiques. Une sémiotique structurale, dont l'origine est essentiellement fondée par Ferdinand de Saussure dans ses cours de linguistique. Et d'autre part, une sémiotique, qui d'emblée a porté ce nom d'ailleurs, qui a été développée par Charles Sanders Peirce aux États-Unis d'Amérique. Et cette sémiotique dite pragmatiste est une sémiotique de l'action, une sémiotique des pratiques,
une sémiotique qui s'intéresse tout particulièrement aux effets et aux conséquences des signes, mais aussi au métabolisme de la pensée, c'est-à-dire à la construction via les signes des habitudes, qui sont des signes, et les changements de ces habitudes, ce qui constitue l'ensemble des conventions et ce qu'on appelle les codes, encore que ce terme puisse être réservé plutôt aux machines, mais en tout cas pour les humains, on parlera de conventions, et ces conventions sont les moments de stabilisation des signes dans des habitudes et des changements d'habitude à mesure que les signes se déstabilisent. Quand on a un doute, un nouveau signe va se constituer et tenter sa chance dans l'univers des signes. Voilà pour ce qui constitue les deux grands courants sémiotiques, mais ces deux grands courants que représente la théorie des signes. Qu'est-ce que le projet Image-Éducation ? Tout d'abord, c'est un projet qui a croisé de nombreux développements internationaux autour de l'éducation à l'image, autour de l'éducation aux médias. C'est ce que dans le monde anglo-saxon on appelle les visual literacy, qu'on pourrait traduire par alphabétisation visuelle, mais on comprend tout de suite qu'il y a un problème dans la traduction. Donc en français, on a préféré garder le terme d'éducation aux images, éducation à la culture visuelle. Donc il s'agit effectivement de développer les compétences dans la culture visuelle, c'est-à-dire à la fois dans le traitement des informations qu'on peut recevoir, mais évidemment aussi dans la capacité à fabriquer des images, des films, voire des dispositifs interactifs. Pourquoi ce site ? Tout d'abord, c'est la reconnaissance d'un manque de ressources pour les enseignants. Il existe bien chez différents éditeurs quelques chapitres consacrés à l'éducation aux images. La majorité des enseignants n'ont pas reçu au cours de leur formation une formation spécifique à l'éducation aux images. Les professeurs d'art plastique ont eu une formation en général aux arts, les professeurs d'histoire ont utilisé, histoire et géographie ont utilisé les cartes et les documents visuels, mais ils s'en servent comme outils de référence, comme dispositif de référence, comme instrument pour l'histoire ou pour les arts plastiques. Bien évidemment, ça concerne aussi les professeurs de langue, ça concerne aussi les professeurs de français ou de littérature. Donc ça concerne une grande partie des équipes éducatives, mais l'éducation aux images, l'éducation aux différents types d'images n'a jamais été véritablement prise en considération, ni dans la formation des maîtres, ni dans la formation des enseignants en général. C'est donc un dispositif qui, pour l'essentiel, est un dispositif fondé sur le volontarisme. Donc la reconnaissance d'un manque et la nécessité de fournir des ressources. Non pas des analyses, ça il existe des sites, y compris des sites que j'ai dirigés et qui sont accessibles, on vous donnera les adresses, mais de pouvoir donner des véritables ressources sur la façon dont les images sont fabriquées. Qui sont les commanditaires? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qui sont les concepteurs, les designers, les photographes, les vidéastes qui réalisent ces documents? C'est souvent, vous pourrez le constater, des publicités sociales que nous avons mises en ligne. Qui sont les diffuseurs, qui ont un rôle très important, puisque on le néglige souvent, mais ce sont eux qui vont assurer la visibilité dans différents espaces, ce sont eux qui vont accompagner en faisant la communication et la médiation autour de ces documents visuels. Et enfin, nous avons les récepteurs, les destinataires de tous ces documents visuels, et nous avons ici utilisé des systèmes d'entretien qu'on appelle des focus group, avec des classes de 6e, 5e, 4e, 3e, en fait pas des classes entières, uniquement des groupes d'élèves, ce qui permet aux enseignants, notamment du collège, de préparer leurs cours, parce qu'ils ont déjà une sorte de perception de ce que pourront être les réactions de leurs élèves. Donc, le site Image Éducation fournit des visuels, des films, des images fixes. Il fournit aussi des entretiens
avec les auteurs, les diffuseurs et, je viens de le dire, avec les élèves du collège. Les enquêtes ont été réalisées par des étudiants. Les transcriptions ont aussi été réalisées par eux. Donc ce sont des documents relativement bruts qui vous sont fournis pour préparer vos cours. Et c'est sur cette base, totalement inédite, sans notre travail d'enquête, jamais personne n'aurait été chercher comment ces documents avaient été constitués, quelles étaient les commandes, quelles étaient les différentes contraintes qui ont pesé sur les processus de fabrication, qu'est-ce qui a fait qu'on les a diffusés dans telle ou telle circonstance, à tel ou tel moment, et à destination de tel ou tel public, dans telle ou telle revue ou média, et enfin, je l'ai dit, auprès des élèves. Je voudrais d'ailleurs adresser mes remerciements à toutes les sociétés de concepteurs, d'auteurs, à toutes les marques qui nous ont accordé la possibilité d'utiliser leurs documents, qui ont donné les droits d'accès, de diffusion et d'utilisation de ces documents que vous pouvez donc utiliser dans vos cours. Je vais maintenant vous parler du concept de signification distribuée. Le principe même de Image Éducation est fondé sur le petit cercle que vous avez certainement pu observer. C'est un diagramme qui représente les différentes parties prenantes de la construction, de la signification d'un document visuel. La théorie des parties prenantes est essentiellement formulée par Edward Freeman. C'est ce qu'on appelle la Stakeholder Theory. Vous pourrez trouver de la littérature abondante sur ce sujet en ligne. L'idée, c'est, comme je l'ai déjà exprimé dans les petits chapitres précédents, c'est de prendre en considération les différentes parties prenantes, les différentes composantes de ce qui constitue la production, diffusion, réception de l'image, et l'image elle-même étant considérée comme une partie prenante. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. La dimension importante, c'est de considérer que la signification est distribuée parmi toutes ces parties prenantes qui vont contribuer à élaborer la signification. Quand je dis la signification, je devrais dire les significations, puisque d'une certaine manière, la signification n'est pas univoque, elle est toujours plurielle. Elle est le produit des concepteurs, des designers, des photographes, des vidéastes qui avaient un projet qui répond à l'intention de communication du commanditaire. Ce qui est mis en ligne est le résultat en quelque sorte de leur connaissance de communication, et ils ont soit testé, soit des habitudes, des conventions, et ils pensent que leur produit va répondre aux intentions de communication. Le diffuseur peut parfois considérer que cette production est trop ci ou trop ça et demander à ce qu'elle soit légèrement modifiée par rapport à ses intentions de communication. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire des médias. Des censures par exemple, mais aussi des recommandations pour éviter des troubles avec telle ou telle association de défense des consommateurs, par exemple. Bien évidemment, en réception, selon les conditions de la réception, selon la culture du récepteur, selon le contexte dans lequel il va recevoir l'information, le processus de construction de la signification peut varier à tel point qu'il peut y avoir un dissensus, une mécompréhension, une mésinterprétation du document qui a été fabriqué pour le commanditaire. Donc, la communication va produire une sorte de réseau de signification distribuée. Et c'est d'une certaine manière cette ressource-là que nous vous fournissons. Donc la fabrication du sens est toujours partagée, ne serait-ce que parce que nous utilisons les mêmes langages pour communiquer, ne serait-ce
parce que nous avons les mêmes conventions, des conventions sociales et culturelles. J'utilise assez peu le terme de code que je réserve à l'utilisation de la communication entre les machines. En fait, ce sont des conventions, des accords qui sont d'ailleurs revus, corrigés, stables pendant un temps, puis déstabilisés, etc. C'est très important de prendre en considération la dynamique de la communication, la dynamique des signes et donc la dynamique des significations. Bien évidemment, ça dépendra, je l'ai dit, de la culture, mais aussi des expériences socialisées et collectives. Donc il y a bien sûr une production qu'on pourrait dire relativement singulière, relativement individuelle de la signification par le sujet en fonction de sa propre expérience personnelle, mais cette expérience personnelle elle est généralement socialisée, elle est généralement produite par un ensemble de valeurs, par un ensemble de connaissances, par un ensemble de langages, par un ensemble d'habitudes culturelle, donc on ne peut pas vraiment dire qu'elle est totalement singulière, c'est un échange entre, d'une part, ce que nous avons comme ressenti, ce que nous avons comme émotion, ce que nous avons comme connaissances spécifiques liées à nos différentes mémoires, notamment la mémoire épisodique, la mémoire de nos événements passés, et qui vont, ces différentes informations, ces différentes sources vont contribuer à fabriquer cette singularité du signe et de la signification. Néanmoins, dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, tout ça passe dans le monde de la socialisation et bien évidemment, il y a une sorte de réduction de la singularité, voire d'expansion de l'expérience singulière dans le brassage culturel. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons réalisé souvent des entretiens de groupe avec les concepteurs et des entretiens de groupe avec les élèves. C'est ce que vous ferez bien évidemment dans vos classes en confrontant les documents visuels aux différents avis, aux différentes opinions de vos élèves. Bien évidemment, ce que nous vous fournissons, ce sont des ressources qui permettent, totalement inédites, je l'ai déjà dit, qui vous permettent d'accéder aux intentions et aux différents projets qu'ont eu les concepteurs des médias que nous vous fournissons. Donc, d'une certaine manière, dans cet univers de relations, on peut considérer que nous sommes autant dans la pensée que la pensée est en nous. C'est une phrase d'ailleurs du sémioticien Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce avait pour habitude de dire que nous sommes dans la pensée presque autant que la pensée est en nous. Ce qui veut dire que nous, sujets, vivons dans des univers de signes et que tous ces signes constituent ce qu'il appelait le mind, constituent la pensée. Et nous évoluons à l'intérieur de cette sémiosphère comme des sujets qui circulent dans la pensée. La pensée qui est dans les livres, la pensée qui est dans les machines, dans les ordinateurs, dans les mémoires, la pensée qui est dans les vêtements, dans l'architecture, dans les pièces, dans l'ensemble de nos objets, qui constituent donc cet univers de signes dans lequel nous circulons et à partir duquel nous constituons nos expériences signifiantes. Bien sûr, il y a de la pensée aussi en nous, nous avons de la mémoire, nous avons la capacité de traiter de l'information par nos émotions, nos ressentis et par notre rationalité. Nous constituons donc des significations qui sont en quelque sorte des abstractions ou des expériences extraites de notre relation au monde. Bien sûr, nous produisons aussi de la pensée en interne. Donc, souvenons-nous de cette idée de la pensée comme monde, comme univers, comme sémiosphère, et en même temps de la pensée comme manifestation de signes qui sont des outils pour agir dans le monde. Et nous sommes donc des opérateurs qui utilisons ces outils pour agir dans le monde. Donc, nous sommes dans des univers de relations entre les signes. Il est donc très intéressant de suivre la dynamique des signes, la dynamique qui est fatalement plurielle entre les signes, d'étudier les consensus et les dissensus et d'observer les différents rapports de force. Il est évident que tout le monde n'est pas égal
dans la sémiosphère. Tous les individus n'ont pas la même capacité à traiter l'information, d'une part, n'ont pas la même capacité à imposer des interprétants, à guider l'attention vers telle ou telle partie du signe, n'ont pas la capacité à produire des récits, des narrations à partir de telle ou telle expérience signifiante. Bien sûr, on peut considérer que les dirigeants des médias sont mieux à même de diriger les processus interprétatifs, mais ce n'est pas certain du tout. Les différents groupes d'utilisateurs sont aussi à même de réorienter les significations. C'est un point capital dans la compréhension de la dynamique des signes. Et cette dynamique des signes, elle n'est pas définitivement stabilisée, elle n'est pas arrêtée, ou rarement. C'est quand les habitudes sont vraiment partagées, que quand elles sont totalement stabilisées, ça devient des habitus d'interprétation, par exemple. Ça se fait des communautés interprétatives, des communautés d'attention qui sont des communautés interprétatives et qui vont constituer une sorte de sémiosphère limitée. On peut considérer que les groupes, une famille par exemple, peut très bien élaborer une sémiosphère locale d'interprétation. Une classe, un enseignant avec ses élèves peuvent très bien limiter la prolifération de la signification. La destination de la signification n'est pas l'arrêt. La destination de la signification, c'est la mutation. C'est la mutation à l'infini. Toutes nos expériences historiques, individuelles ou collectives, ou dans la grande histoire, nous montrent combien nous sommes en face de mutations régulières des significations. Il suffit de regarder les événements historiques, il suffit de regarder les objets ou les médias qui nous sont parvenus des temps anciens, ou pas nécessairement très anciens d'ailleurs, et s'il y a des traces complémentaires, on peut comprendre que nos anciens ont eu une construction du sens qui n'est pas la même que celle que nous avons aujourd'hui, avec les mêmes objets signifiants pourtant. Nous avons nous-mêmes, dans notre propre expérience, entre ce que nous avons vécu il y a 10 ans, 5 ans, et parfois même la veille, des processus interprétatifs qui sont différents. Ce qui veut dire que nous sommes confrontés à la dynamique de la signification. Les images, les films, les jeux interactifs sont eux aussi assujettis à ce grand dispositif de brassage permanent de la signification. Nous abordons maintenant la dernière partie de cette présentation du site Image Éducation et de son utilisation par les professeurs de collège ou de lycée. Ne cherchez pas, il n'y a pas véritablement une analyse d'image dans le site Image Éducation. En fait, offrir une analyse d'image, c'est offrir une présentation analytique réalisée par une personne ou un petit groupe. Nous vous laissons réaliser ces analyses. Ce que nous vous offrons, en revanche, c'est une synthèse. Cette synthèse est présentée dans un tableau synoptique. Dans ce tableau synoptique se croisent les différents processus interprétatifs ou les différents éléments signifiants qui ont été extraits des entretiens avec les concepteurs, designers et réalisateurs, etc., d'une part, mais aussi les différentes significations produites par les diffuseurs et par les élèves des groupes de réception. Donc c'est une synthèse. Ces synthèses ne sont pas parfaites, c'est une indication. Vous pouvez bien évidemment vous-même, à partir de la lecture des différents entretiens, élaborer votre propre synthèse. C'est le croisement. Le tableau synoptique est au croisement de ces différentes significations, qui sont donc plurielles. Parfois, ça ne correspond pas. Il y a des interprétations différentes. Il y a des choses qui n'étaient pas dans l'intention de communication des concepteurs et qui se retrouvent pourtant interprétées. C'est étonnant, mais ça arrive souvent.
Donc, utilisez ce tableau comme base de préparation de vos cours, mais le mieux, c'est encore de constituer vos propres tableaux sur les différentes structures qui vous sont proposées. L'image, je l'ai déjà dit, et je vais revenir quelques instants sur ce point, l'image est ici considérée comme une partie prenante, c'est-à-dire comme une partie prenante non humaine, mais constituée de pensées matérialisées. Les images, donc, sont de la pensée matérialisée, qui vont, de façon plus ou moins stable quand ce sont des images fixes ou des films stables, ou dynamiques quand ce sont des dispositifs interactifs avec la possibilité d'enregistrer des variations, qui vont être des partenaires dans le processus de communication et de constitution des significations. Étudier l'image peut se faire à deux niveaux, qui correspondent d'ailleurs à deux phases de l'éducation à l'image. D'une certaine manière, l'éducation par l'image et l'éducation à l'image. L'éducation par l'image, c'est quand on s'intéresse aux thématiques qui sont présentées dans les documents visuels. C'est ce que font en général les professeurs d'histoire, de français et même les professeurs d'art plastique, mais aussi tous les autres enseignants qui vont, en quelque sorte, utiliser l'image comme document. Et puis, il y a l'autre phase, qui est ici, considérée par nous comme étant la plus importante, vraiment l'éducation à l'image. C'est-à-dire, plus spécifiquement, l'étude des moyens dont dispose l'image ou les images pour produire du sens, pour produire de la signification, pour produire donc des effets, pour produire des effets qui ont des conséquences. Parce que la signification, telle qu'elle est conçue dans la sémiotique pragmatiste, c'est une signification qui a une action à tous les niveaux d'intervention des parties prenantes, et particulièrement en réception, qui va faire agir, qui va développer des pratiques, qui va développer des habitudes d'action notamment, et ces habitudes, ces effets, ces actions ont des conséquences. On dit généralement que la sémiotique pragmatiste est une sémiotique conséquentialiste, c'est-à-dire qu'elle prend en considération l'évolution des conséquences, l'évolution des mutations des sens, du sens, ou des sens et des significations au travers de l'histoire, au travers des rapports sociaux, au travers des rapports culturels, au travers des rapports qu'un individu a avec son groupe social, a avec sa culture et a avec son époque. Étudier l'image au niveau de ses moyens de communication, au niveau de son système de communication, c'est tout d'abord s'intéresser à tout ce qui relève de la plasticité, c'est-à-dire le dispositif chromatique, les couleurs, les niveaux de luminance, clair, sombre, les différentes valeurs, les textures, les formes, bien sûr la distribution des formes dans l'espace, la mise en scène des formes, des couleurs, des textures dans l'espace, dans la profondeur aussi, pour la plupart des images, les rythmes qui permettent d'organiser l'ensemble de cette distribution. C'est aussi s'intéresser aux différents types d'images. Les images qui procèdent par ressemblance iconique, elles ressemblent à des expériences du réel. Elles peuvent ressembler à ces expériences du réel de différentes manières. Par exemple, en proposant des diagrammes, des cartes, des dispositifs neutralisés, simplifiés, qui représentent en quelque sorte les relations que les parties du visuel ont entre eux, les parties entre elles. Bien évidemment, il y a aussi les métaphores, qui sont dans la famille des images, des grands moments de mise en parallèle d'un type d'image avec un autre type d'image, et effectivement ce parallélisme est interprété, s'il peut l'être, par les destinataires. C'est bien évidemment s'intéresser particulièrement aux images schématiques, notamment les diagrammes dont je viens de parler, les cartes, etc., mais aussi à tout ce qui relève de ce qu'on appelle le réalisme optique, qui a été particulièrement perfectionné avec les outils de la perspective, mais on a commencé il y a plusieurs millénaires déjà à représenter des dispositifs visuels en fonction d'informations optiques, et bien évidemment on s'intéressera aux différentes techniques qui sont à la base, à la source
des différents types d'images, des différentes familles d'images, le dessin, la peinture, la photographie, le cinéma, la vidéo, les images de synthèse, et qu'elles soient fixes ou animées, et puis les images interactives. Bien évidemment, on s'intéressera aussi, et dans la plupart des visuels qui sont présentés, qui sont disponibles dans le site Image Éducation, il y a souvent du texte, que ce soit du texte écrit, auquel cas on peut s'intéresser particulièrement à la construction, à la plasticité des typographies, et donc faire une initiation à la typographie comme outil de production du sens. On s'intéressera aussi bien évidemment au son qu'il soit musical et qui accompagne, quand c'est le cas, une vidéo ou un court-métrage, les bruits et les voix, et les différentes tessitures de voix, importance des voix, etc. Voilà pour ce qui relève de l'analyse du média iconique. Et vous avez une grande panoplie de documents visuels à votre disposition pour préparer vos cours d'éducation à l'image qui s'intègrent pour nous, dans notre conception de l'éducation à l'image, dans une plus grande éducation aux médias qui bien évidemment s'intègre dans le processus plus général de l'éducation du citoyen. Bonne préparation de cours.